Voilà, bon, eh bien, je vous remercie de m'avoir invité, là, le CEPN. J'entends vous présenter, pour la mettre en discussion, la principale proposition que j'ai établie dans mon volumineux ouvrage, comme ça a été rappelé, La société, économie et civilisation, et dont le sous-titre est Vers une seconde modernité écologique et solidaire avec un point d'interrogation. Cette proposition est celle qui situe dans l'histoire de l'humanité ce moment de ce monde qui est présentement le nôtre. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que les deux principaux phénomènes qui sont propres à ce moment sont le processus de mondialisation économique qui débute dans les années 80 et dont les effets se manifestent pleinement à partir des années 2000, et la crise environnementale dont la principale manifestation est la crise climatique, étant entendu que son origine anthropique, via les émissions de gaz carboniques provoquées par les activités humaines, n'est plus discutée, au moins très majoritairement. La conjecture que j'ai induite de ce constat est que leur concomitance n'est pas fortuite. Au contraire, elle marque la fin d'un monde. Pour le dire en d'autres termes, ces deux phénomènes ont en commun une cause commune, l'arrivée aux limites de ce monde. Mais de quel monde s'agit-il? Telle est la principale question à laquelle je me suis préoccupé de répondre dans cet ouvrage. Cela impliquait que la voie de recherche soit transdisciplinaire et que l'analyse porte sur toute l'histoire de l'humanité. Quand j'ai commencé cette recherche, lorsque j'ai pris ma retraite en 2005, quand j'ai eu du temps, la seule grille de lecture de l'histoire de l'humanité qui me paraissait tenir la route était celle de Marx. S'y est ajoutée en 2009 celle de North. Son cadre conceptuel pour interpréter l'histoire de l'humanité fait état de la succession de trois ordres. L'ordre premier des communautés de chasseurs-cueilleurs, l'état naturel et la société ouverte. Il s'est avéré inopérant parce qu'il laisse dans un angle mort la question de la territorialisation du troisième ordre, c'est-à-dire ce qu'il appelle la société ouverte, malgré tout l'intérêt qu'il y a à certains aspects de cette grille d'analyse. Ce n'est pas le cas pour la grille de lecture marxienne. Vous savez qu'elle procède de l'hypothèse d'un fondement économique de toute forme de vivre ensemble des humains. Dès lors, la cause commune recherchée ne peut être que le mode de production capitaliste qui est, dans cette grille, au fondement du passage de la société féodale à la société bourgeoise moderne. Mais on ne peut se remettre à cette grille de lecture pour deux raisons. Son point de départ est que l'on sait ce que sont les humains dans le cosmos. Il y a d'un côté les humains avec leur culture et de l'autre la nature, comprenant tous les autres existants, et qui constitue ainsi l'environnement des humains, ce que Bruno Latour appelle la constitution moderne. Deuxième raison, cette grille privilégie comme relation des humains à la nature celles qui tiennent au fait que leurs conditions matérielles d'existence reposent sur des ressources apportées par la nature et qualifiées à ce titre de naturelles. Or, dans l'histoire de l'humanité, ce sont d'autres cosmologies que cette cosmologie fondant le concept de nature qui ont cours avant l'avènement de la société bourgeoise moderne, confère l'apport de Philippe Descola. Et il y a d'autres registres de relations des humains à la nature que le registre dit économique, associé aux ressources naturelles. En l'occurrence, les ressources avec les lieux, que je qualifie de registre de nature politique, et celles avec les milieux de vie, que je qualifie de registre de nature écologique. Et il n'y a aucune raison induite de l'observation des faits d'en privilégier un en particulier. Presque une critique ne mène à rien, vous le savez bien, si on ne propose pas autre chose à la place de ce qui est critiqué. Et donc, mon objet était de voir qu'est-ce que je pouvais mettre à la place. La grille de lecture conceptuelle que je retiens repose sur l'hypothèse que toute forme de vivre ensemble
des humains repose sur une cosmologie et un mode de justification des normes règles instituées qui s'y accordent. Dans l'histoire, le couplage change. Je qualifie un tel couplage de monde. Le modèle de vivre ensemble inventé en Europe occidentale à partir de la Renaissance et qui se diffuse ensuite à l'échelle mondiale, celui de la nation moderne, est fondé sur un couple particulier. C'est un monde particulier. La cause commune recherchée est ce monde, la mondialisation réellement existante et la crise environnementale rendent manifeste que ce monde est entré en crise. Voilà ma proposition. Je me dois donc de vous dire 1. Ce qui m'a conduit à retenir cette hypothèse. Deuxième étape, pourquoi il y a a priori une diversité de cosmologies. Voilà. Et lesquelles? En troisième temps, pourquoi il y a a priori une diversité de modes de justification et lesquels? En quatrième temps, quelle est la fresque historique des mondes qui se sont succédés dans l'histoire et qui paraît pertinente? Je terminerai en mettant en évidence que ma grille de lecture conduit à dire que la fin de ce monde n'est pas nécessairement la fin du monde. Donc, premier point, l'hypothèse générale. Si on ne sait pas au départ ce que sont les humains dans le cosmos, l'idée qui s'impose aux chercheurs est qu'un groupement humain ne peut se constituer que si ces derniers partagent une idée de ce qui les identifie distinctement des autres existants du cosmos. Ce n'est pas la science qui nous donne la réponse à cette question. Celle-ci conduit seulement à mettre en évidence des différences, à commencer par celle entre les humains et les animaux. La question est d'ordre philosophique. Ces différences sont-elles des différences de degré au sein d'une même nature ou des différences de nature? Une cosmologie, au sens ancien du terme, est une réponse à cette question. Ensuite, si des humains vivent ensemble, ils constituent un groupement humain et pas simplement un regroupement occasionnel. L'idée qui est maintenant nettement partagée est que la constitution durable d'un tel groupement repose sur des normes partagées. Je retiens comme générique le terme de normes en considérant que les règles, comme on va le voir, sont une certaine sorte de normes. Parmi les normes, il y a effectivement les normes-règles, celles qui disent ce que les membres du groupement ont le droit de faire, à commencer par celles qui fixent des interdits. Puisque ce sont des normes, elles sont normalement suivies par les membres du groupement. Cela n'exclut pas, bien évidemment, que d'autres ne suivent pas les normes. Cela implique qu'elles soient considérées par eux comme légitimes, qu'ils les considèrent comme étant justifiées. Une telle justification relève nécessairement d'un mode de justification. En l'occurrence, une norme-règle qui n'est pas justifiable en respectant ce mode ne sera pas considérée comme légitime. Il y a donc un mode de justification des normes-règles qui opère à l'échelle d'un groupement humain. Et de ce fait, il est constitutif de ce dernier. Mon hypothèse de départ est donc qu'un vivre ensemble des humains ne peut se constituer que si ses membres ont quelque chose en commun, en l'occurrence une cosmologie et un mode de justification. Sinon, elle est en crise. Mon hypothèse s'écarte donc nettement de celle de Marx, sans pour autant exclure que les périodes de crise soient beaucoup plus longues que les périodes de stabilité. Je passe à mon deuxième point, la diversité des cosmologies. Pourquoi y a-t-il place a priori pour une diversité de cosmologies?
La réponse à cette question ne peut être induite de l'observation des faits. La nomenclature des cosmologies que j'ai construites l'est en compréhension. En considérant tous les existants du cosmos, je retiens deux caractères ou dimensions des différences. La dimension ontologique et la dimension communicationnelle, en me référant à ce titre à Habermas. Et pour chacune des deux, seulement deux modalités. 1. La différence entre les humains et les autres existants est une différence de degré au sein d'une même nature. Et deuxième modalité, la différence est une différence de nature. Ce sont ainsi 4 cosmologies de base qui sont construites, comme vous le voyez sur cette figure. Les 4 cosmologies de base qui sont ainsi distinguées sont les suivantes. La cosmologie 1, pour laquelle les humains sont vus comme étant globalement de même nature que les autres existants. À ce titre, je la qualifie de moniste. La cosmologie 2, pour laquelle les humains sont considérés comme étant ontologiquement d'une même nature que tous les existants, et d'une autre nature que tous les autres existants, et d'une même nature que ces derniers en termes de communication. La cosmologie 3, pour laquelle les humains sont vus comme étant globalement d'une autre nature que les autres existants, avait pour conséquence de définir la nature comme étant l'ensemble de ces derniers, l'environnement des humains, et d'opposer ainsi la nature à la culture humaine. Cette cosmologie est l'opposé de la cosmologie moniste. Pour cette raison, je la qualifie de cosmologie dualiste. Je préfère ce terme au terme de Descola qui parle de cosmologie naturaliste. La cosmologie 4, pour laquelle les humains sont considérés comme étant de même nature pour l'ontologie et d'une autre nature pour la communication, cette cosmologie est le symétrique de la cosmologie 2. Lorsqu'on parcourt la boucle qui va de la première, la cosmologie 1, à la dernière, la cosmologie 4, chaque passage comprend une continuité et une rupture. Si on considère que les transformations qui ont marqué l'histoire de l'humanité ne sont jamais des changements qui font table rase du passé, la boucle en question est l'ordre historique qui s'impose, encore une fois, en théorie, logiquement ou conceptuellement. En l'occurrence, la question est, est-ce que cette typologie construite en compréhension est à même de capter les cosmologies observables dans l'histoire? Eh bien, la réponse est positive. En me référant à ce que sont les cosmologies effectivement pratiquées dans l'histoire, telles qu'elles sont analysées par Descola, la typologie ainsi construite s'avère pertinente en corroborant l'enchaînement historique que je viens d'indiquer. La cosmologie moniste est celle des premières communautés de chasseurs-cueilleurs. Il s'agit en l'occurrence d'une métacosmologie qui se décline en diverses versions, le totémisme, l'animisme et l'analogisme. Les cosmologies de la Chine des empereurs qui officient au temple du ciel de Pékin, celles des Égyptiens à l'époque des pharaons et celles des religions monothéistes, juives, chrétiennes et musulmanes, relèvent de la cosmologie 2, qui mettent en jeu une puissance extérieure située au ciel. C'est la raison pour laquelle je la qualifie de cosmologie céleste. La cosmologie qui voit le jour avec la dissociation entre la science et la philosophie en Europe occidentale au XVIIe siècle relève de celle que je qualifie de dualiste. Par ailleurs, celles qui ont cours dans les cités antiques, notamment celle d'Aristote, se situent à la frontière entre la cosmologie céleste et la cosmologie dualiste. Pour les tenants de la cosmologie dualiste, il s'agit de la seule que la raison puisse élire. Cette cosmologie est celle qui fonde le concept de nature, l'environnement des humains. Arendt parle à son propos d'aliénation des humains par rapport à la Terre. Cela est contredit par le fait que ma typologie fait état d'une cosmologie 4 dont aucune des cosmologies dominantes du passé ou du présent ne relève. Elle est virtuelle au sens de Bergson.
les débats philosophiques au début du XXIe siècle en la matière me conduisent à la qualifier de cosmologie écologique. En relèvent notamment les cosmologies de Spinoza et de Jonas. Il s'agit encore d'une métacosmologie. Il n'en reste pas moins que certains de ceux qui se déclarent écologistes prônent le retour à la cosmologie moniste, tandis que beaucoup d'autres n'ont pas rompu avec le concept de nature de la cosmologie dualiste en confondant l'écologique avec l'environnement dit naturel des humains. Je passe à mon troisième point de la diversité des modes de justification. Les deux critères de différenciation que je retiens pour construire en compréhension, encore une fois, une typologie des modes de justification des règles, des normes règles instituées à l'échelle d'un groupement humain sont la nature du lien entre le juste et le bien et ce à quoi on se réfère. Alors d'abord, un mode de justification n'est pas une théorie de la justice. Le juste opposé à l'injuste auquel on s'attache n'est pas la vertu de ce nom qui est attribué, s'il y a lieu, à un être humain particulier. Ce qualificatif est celui qu'il est à une norme règle et plus généralement à l'ordre qui est censé advenir si l'ensemble des normes instituées à l'échelle d'un groupement sont suivies. Un mode de justification est une procédure pratiquée. Même s'il relève du normatif, ce n'est pas une théorie de la justice, d'un ordre social. Il se réfère, certes, ou il comprend des principes déontologiques, mais il met aussi en jeu ce qui est attendu de normes règles justes. Il est donc tout autant conséquentialiste. Ce résultat attendu est essentiel à prendre en compte. Il est constitutif d'un mode de justification pratiqué. D'un mode à l'autre, ce résultat change. Les normes règles changent dans l'histoire parce que certains membres de la société mettent en avant que le résultat attendu n'est plus au rendez-vous. Pour cette raison, le mode pratiqué peut lui-même être contesté et changé. Alors, concernant la nature du lien entre le juste et le bien, la question cruciale concernant le juste opposé à l'injuste est celle de savoir s'il est ou non en lien avec le bien opposé au mal. Ce dernier est alors un idéal moral qui doit en principe guider ce que celui qui l'adopte fait dans sa vie et donc plus généralement de sa vie. D'où le premier critère retenu. Pour ce premier critère, il n'y a que 3 modalités logiquement envisageables. L'antériorité du bien sur le juste se déduit simplement du bien. Deuxième, l'absence d'antériorité de l'un sur l'autre. On ne peut rien dire concernant le juste sans se référer au bien et réciproquement. Et la troisième, l'antériorité du juste sur le bien. Le juste peut être pensé sans se référer au bien. Dans l'histoire humaine, les périodes au cours desquelles des puissants ont utilisé la force, c'est-à-dire l'usage de la violence physique ou la menace crédible de son usage, pour imposer les normes règles instituées, ce qu'on appellera la législation lorsque ces dernières seront codifiées. Ces périodes sont légion dans l'histoire humaine. On se trouve alors dans les cas où la justification, si tant est qu'on peut parler de justification des normes règles instituées, relève du mode en antériorité du juste sur le bien. Pour autant, le recours à la force ne peut être qualifié de justification. Dès lors, on ne peut justifier en excluant toute référence au bien. Il ne reste donc que les modalités antériorité du bien ou A à B, c'est-à-dire absence d'antériorité du bien.
Comme nous y invite ce qui a été retenu dans le code de la route, lorsque deux véhicules arrivent en même temps à un croisement, l'absence d'antériorité du bien impose le recours à une règle de priorité. Cela conduit à deux modalités distinctes, la priorité du juste sur le bien et la priorité du bien sur le juste. On doit y ajouter la conjugaison de la priorité du juste et de la priorité du bien, qui est un mode complexe. En l'occurrence, dans ce mode, les seules règles justes sont celles qui peuvent être justifiées selon les deux modalités simples. Finalement, on parvient à 4 modalités. L'antériorité du bien, la priorité du juste, la conjugaison de la priorité du juste et de la priorité du bien, et la priorité du bien. Je passe à mon second critère. Ce à quoi on recourt. Si on élimine le recours à la force, les deux seuls recours logiquement envisageables pour justifier sont le sacré, une puissance extérieure aux humains, et la raison. Aristote nous dit à juste titre que le recours à la raison nous conduit à retenir que ce qui est juste est ce qui est égal. Mais il nous dit aussi que l'égal pose problème puisqu'il s'agit de l'égalité simple, chaque humain a la même chose, ou de l'égalité proportionnée, chaque humain a en proportion d'autres choses, ce qu'on appelle couramment l'équité. Le recours à la raison ne conduit donc pas, pris isolément, à un seul mode de justification. D'ailleurs, la conjugaison du sacré et de la raison est une modalité envisageable. Elle est complexe. Les normes règles justes sont seulement celles pour lesquelles le recours à la raison confirme ce que le recours au sacré sélectionne comme normes règles justes. Finalement, on débouche sur 3 modalités pour le second critère. Et on arrive finalement à la typologie des modes de justification que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la figure 2. En croisant les deux critères, ce ne sont pas 12 modes de justification, 4 fois 3, mais seulement 6 qui sont délimités. En effet, tous les croisements ne sont pas logiquement envisageables. Le recours au sacré seul ou conjugué à la raison ne s'accorde pas avec l'antériorité du bien, ne s'accorde qu'avec l'antériorité du bien sur le juste. Pour ces deux modes, la puissance extérieure dit le bien, et les humains en déduisent le juste. Le propre d'une règle juste est que le membre du groupement qui l'actualise dans ses pratiques fait le bien en question. Tel est alors le résultat attendu de ce suivi. Pour les modes en absence d'antériorité du bien, ce n'est plus le cas. Le résultat attendu de reste de juste est propre à chacun de ces modes. À noter que la justification en raison seule est compatible avec l'antériorité du bien sur le juste, dès lors qu'il s'agit d'une justification en raison à l'ancienne. Elle est pratiquée dans un groupement humain global dans lequel le résultat attendu concerne ce dernier, alors qualifié de cité. La cité est le bien commun. C'est ce qu'on a dans la cité antique. La justification en raison moderne est pratiquée dans un groupement humain dans lequel il n'y a plus ni conception commune du bien, ni bien commun au sens de la cité antique. Chacun a sa propre conception du bien. Et le résultat attendu est un résultat attendu pour chacun. Par conséquent, le mode de justification pratiqué comprend une diversité de grammaires de justification. Les règles codifiées, les règles de droit sont le des personnes ou des groupes sociaux qui procédural. Le droit est l'instrument du rapport de citoyenneté. Il permet de mettre en forme ces compromis. La typologie construite distingue donc comme mode de justification la sacralisation raisonnée, la justification en raison à l'ancienne, la justification en raison moderne en priorité du juste, la justification en raison moderne complexe qui combine la priorité du juste et la priorité du bien, et
la justification moderne en priorité du bien. Comme pour la typologie des cosmologies, il s'avère que cette typologie construite en compréhension capte relativement bien l'histoire des modes pratiqués et leur enchaînement. Qui sont présentés dans la figure 2, hein, si on prend de la sacralisation jusqu'à la priorité du bien, et celui qui s'impose logiquement, puisque de l'un à l'autre, on a une composante de continuité et une composante de rupture. Cet ordre logique est corroboré. Exemple, si on laisse de côté l'intermède de la justification en raison ancienne, qui est propre à la cité antique, la justification en raison moderne en priorité du jus, celle qui est pratiquée dans les sociétés modernes réellement existantes jusqu'au tournant du XXIe siècle, fait suite en Europe occidentale à la version chrétienne de la sacralisation raisonnée qui est pratiquée dans les sociétés du Moyen Âge. Comme la cosmologie comme la typologie des cosmologies, cette typologie comprend deux modes de justification virtuelle. Les deux derniers, la justification conjointe et la justification en priorité. L'avenir de l'humanité n'est pas donc enfermé a priori dans ce qui a déjà été actualisé. En l'occurrence, depuis l'avènement du monde moderne, dans la pratique de la priorité du juste. Ces derniers, le mode complexe et le mode en priorité du bien, sont des modes virtuels. J'en arrive donc au couplage des deux typologies complétées par leur capacité à appréhender ce qu'on connaît des faits observés dans l'histoire pour arriver à la fresque historique des mondes que j'ai construits. Cela apparaît dans le tableau que vous avez sous les yeux. On aurait donc, avec le couplage, le premier couplage qui est cohérent, c'est celui de la sacralisation et de la cosmologie moniste. Et je définis le monde comme le monde magique, monde qui est à la base du genre communauté dans l'histoire des sortes de vivre ensemble des humains. Deuxième couplage cohérent, le couplage de la cosmologie céleste et de la sacralisation raisonnée. J'appelle, sans vraiment inventer quoi que ce soit, le monde en question de monde traditionnel. C'est un monde générique qui se décline en monde plus détaillé. Le genre de société est l'espèce société traditionnelle. Dans le genre société, c'est l'espèce société traditionnelle. Je laisse de côté le point d'interrogation qui est la cité antique, j'y reviens après. On passe ensuite à la cosmologie, au couplage de la cosmologie dualiste et de la justification moderne en priorité du juste. J'appelle ce monde le monde de première modernité, c'est un monde simple. Il relève encore, la société qui est fondée sur ce monde relève encore du genre société, mais c'est l'espèce société moderne. Et cette forme de société moderne, c'est ce que j'appelle le modèle de société de première modernité, en l'occurrence la nation moderne. Reste un dernier couplage ou méga couplage ou métacouplage qui est celui de la cosmologie écologique et d'une justification moderne faisant une place à la priorité du bien et que je qualifie comme espèce de société moderne, de société de seconde modernité. La conclusion qu'on peut tirer de cette... Alors, attendez voir, excusez-moi.
j'en arrive, excusez-moi, au 5e point, qui est le monde en crise. Le principal objet est d'identifier un monde moderne qualifié de monde de première modernité. Ce monde est défini, comme je viens d'indiquer, par le couplage de la cosmologie dualiste et du mode de justification en réseau moderne en priorité du juste. Il est au fondement d'un modèle particulier de l'espèce société moderne. Ce modèle est celui de la nation moderne. En l'occurrence, les nations développées du Nord, couramment qualifiées de modernes, relèvent de ce modèle, tandis que les nations en développement du Sud sont invitées à y conformer leur processus de modernisation. Ce monde est, en conséquence, le modèle sur lequel il repose entre en crise au début du XXIe siècle. Ce sont à la fois la cosmologie et le mode de justification qui ne sont plus communs. Ils sont contestés par un nombre croissant d'humains. Alors, qu'en est-il de l'entrée en crise du mode de justification en priorité du juste? La principale caractéristique de ce mode de justification est que la préoccupation de justice est limitée à une nation et que le résultat attendu de normes règles justes est la croissance d'ordre économique. La progression du PIB marchand, dont les fruits sont justement répartis de telle sorte que les inégalités soient au bénéfice des moins favorisés. Son entrée en crise tient à la fois au fait que de plus en plus d'habitants de la Terre considèrent que l'exigence de justice doit s'appliquer à l'ensemble de l'humanité, et au fait qu'avec la mondialisation économique sans mondialisation politique, la façon dont je qualifie ce que j'appelle la mondialisation réellement existante qui débute dans les années 80, avec cette mondialisation réellement existante, les règles nationales qui sont favorables à la croissance d'ordre économique sont celles qui assurent à la nation de gagner dans la compétition internationale mise en œuvre dans cette mondialisation. Or, ces règles ne peuvent pas être celles qui assurent que les inégalités soient justes sur une base nationale. Je dirais même plus, elles ont comme conséquence d'accroître à l'intérieur de chaque nation les inégalités. Concernant l'entrée en crise de la cosmologie dualiste, cette cosmologie dualiste, elle a pour conséquence d'ignorer ce que j'appelle l'éco-qualité des produits, le fait que leur production et leur usage donnent lieu à des prélèvements de ressources naturelles et à des effets sur les milieux de vie de tous les existants, humains compris. Cette ignorance préside à la mesure de la croissance d'ordre économique, qui est le résultat attendu. L'épuisement des ressources naturelles et la détérioration des milieux de vie, effet des conditions de production sur la santé des travailleurs, climat, pollution, destruction des écosystèmes, etc., résultant de la croissance d'ordre économique, conduisent de plus en plus d'humains à remettre en cause cette cosmologie en considérant que les humains sont ontologiquement de même nature que les autres existants. D'où l'abandon du concept de nature de la cosmologie dualiste au profit d'une conception dans laquelle les humains sont de la nature et dans laquelle ils doivent avoir une préoccupation essentielle à l'éco-qualité des produits. Bien évidemment, cette argumentation que je viens de vous présenter très sommairement pour tenir dans le temps imparti n'est que le début d'une analyse conséquente des liens entre le monde de première modernité, l'avènement de la mondialisation réellement
et la crise environnementale. Il manque encore la poursuite de la robe de stabilité à base nationale que les nations. En quoi cette poursuite a logisation réellement existante? Pour que je puisse défendre cette proposition, il faudrait que je dispose de suffisamment de temps pour traiter de ce que j'appelle les trois mondes de production qui sont propres au monde de première modernité, le monde étatique, le monde industriel et le monde marchand, et du basculement de la domination du monde de production industrielle à base nationale à celle d'un monde marchand mondialisé qui a résulté des rapports de force à l'œuvre à la suite de la crise de 1974. Il ne peut en être question dans cette séance. D'ailleurs, pour information, je traite plus finement de tout ceci dans un traité d'économie dont la publication par les éditions Classiques Garnier est prévue en mai. Je passe à ma conclusion en vous remerciant pour votre attention. Ce moment de l'histoire humaine que nous vivons est donc l'entrée dans une période de grande crise, comme l'a été celle du passage de la société traditionnelle à la nation moderne qui a duré plus de 3 siècles, sans parler du passage de la communauté à la société traditionnelle qui a pris des millénaires. Cette crise sera-t-elle celle de la fin du monde, c'est-à-dire celle qui débouchera sur la disparition des humains sur Terre? Si la fresque historique que j'ai construite laisse logiquement ouvert un avenir au-delà de la première modernité, les deux mondes virtuels que j'ai délimités dans ma fresque, l'actualisation de l'un ou de l'autre de ces deux mondes ne relève d'aucune nécessité. La seule chance de survie de l'humanité est que des humains aient en commun le projet de parvenir à une telle actualisation et s'organisent collectivement pour y parvenir. Il semble bien que ce ne soit pas demain la veille et que c'est plutôt la voie de la disparition de l'humanité qui s'ouvre devant nous s'il n'y a pas de grande transformation effectuée. Alors, bien évidemment, cette proposition mérite discussion et c'est cette discussion que j'ouvre maintenant en vous remerciant de votre attention pour mon exposé. Merci beaucoup, Bernard, pour cette présentation. Et donc, la discussion est en effet ouverte. Peut-être qu'on va laisser la parole aux personnes qui sont présentes dans la salle en premier lieu. Je ne sais pas si Pierre ou Colin, vous pouvez prendre une série de questions. Ah, non. N'hésitez pas à vous exprimer. Sinon, on peut prendre des questions de la part des intervenants, des personnes présentes en ligne. Dans ce cas-là, indiquez votre nom dans le chat pour qu'on puisse prendre un premier tour de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle déjà. Si, Tristan, on a une question. OK. Bon. Tristan, tu m'entends? Pas très bien. Pas très bien. Je suis loin des micros, peut-être. C'est quoi le micro qui est là? Parler un peu fort ou... Très bien là, on t'entend. Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ok. Alors, merci beaucoup pour l'exposé. Ce qui me permet d'avoir une autre perception de la retraite en disant que finalement, ça va être une belle période. Donc, je suis assez content d'y arriver. Bon, quelques années encore.
En fait, j'avais deux questions. La première concerne le fait que, vous avez parlé de Marx au début, mais ce qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression, peut-être que j'ai une impression qui est fausse, qui est dérivée de l'exposé et de ne pas avoir lu votre livre, qu'il s'agit avant tout ici de système de représentation. Vous parlez de cosmologie, de mode de justification. Et ce qui m'a frappé, c'est l'absence, jusqu'à la fin, vous avez parlé de différents mondes de production, l'absence de référence à des relations de production, des formations sociales, etc. Donc, j'aurais voulu peut-être que vous nous éclaircissiez sur ces relations, si elles existent, et pourquoi vous avez privilégié justement cette priorité donnée à ce que je considère comme des systèmes de représentation, mais peut-être que je me trompe. Et notamment, quand vous parlez du passage d'une cosmologie à une autre, d'un mode de justification à un autre, ces passages sont-ils déterminés par... Enfin, justement, qu'est-ce qui détermine ces passages? Est-ce que c'est des forces matérielles? On retourne au vieux débat marxiste de la détermination du changement social. Donc, c'est la première question. La deuxième question concerne plus particulièrement votre troisième partie sur la diversité des modes de justification. Et là encore, j'essaie de faire un peu sens de ce que vous disiez, en particulier en fait référence au monde moderne. Si, comme beaucoup de politistes, de théoriciens, de philosophes font partir l'histoire de la modernité de Machiavel, Machiavel, c'est justement le moment où le lien entre le juste et le bien est remis en question. On pourrait avoir, disons, utilisant vos concepts et vos distinctions, on pourrait penser au moment machiavélien de façon, en disant c'est une certaine façon de penser le bien et le juste, ou au contraire, c'est une façon de dire qu'il n'y a plus de lien entre le bien et le juste. Et notamment, quand vous parlez de la force, en évacuant la force comme mode de justification, justement, dans Machiavel, dans Le Prince, c'est exactement ça. La force est une façon d'imposer une nouvelle forme de juste ou de bien. Je ne sais pas comment le mettre. Et donc, ça veut dire que on ne peut pas évacuer cet aspect-là, comme j'ai l'impression que vous le faites dans votre typologie, hein, si j'ai bien regardé la figure. Mais ça, c'est une autre conséquence qui est plus lointaine, qui passe par l'économie politique. Et là, il y aurait une histoire un peu plus longue et plus articulée au niveau des histoires des idées entre Machiavel, Foucault et Marx, en disant, bon, l'économie politique introduit au XVIe ou XVIIe siècle un nouveau critère de justification de l'ordre social, qui est un critère basé sur l'efficacité ou l'efficience. Et certains auteurs pourraient établir ce lien entre Machiavel et Foucault en disant c'est grâce au moment machiavélien du détachement du bien et du juste qu'on peut arriver à l'économie politique, à la formulation d'un nouveau principe de gouvernement, des populations, de régulation, qui est basé sur l'efficacité. D'accord? Et moi, j'ai l'impression que, finalement, ça rejoint ce que vous dites à la fin sur le monde en crise. Le monde en crise est en crise en particulier parce qu'un système de justification basé sur l'efficacité, ou un mode de justification basé sur l'efficacité, qui a dominé nos rapports entre nature et culture, est précisément en crise. Donc c'est pour ça que je m'interrogeais sur le fait que ce thème-là n'apparaisse pas au moment de votre exposé, et, alors qu'il m'apparaît complètement en lien, enfin, cohérent avec votre propos d'ensemble. Voilà, merci. Comme tu veux, mais enfin, là moi, c'est des questions tout à fait intéressantes et centrales. Ça me paraît intéressant que j'y réponde, hein. Parce que sinon, on va ajouter et les gens auront oublié les questions. S'il y avait deux questions, qui me paraissaient très pertinentes, ce sont les deux questions que vous avez posées. Je vais essayer de m'expliquer sur le fait que, alors que vous dites, et ça je peux comprendre que vous le dites, que ça n'apparaît pas dans mon exposé, c'est en permanence dans mon exposé, mais ça, il faut que je le mette en évidence parce que l'impression est juste. Alors, première question. C'est un système de représentation et il y a l'absence de prise en compte des conditions de production, des changements et tout. Alors, je dois dire que mon point de départ
Et dans la constitution d'un groupement humain, il y a 4 registres naturels de socialisation. Le registre que je qualifie de nature économique. On utilise des ressources naturelles. Il y a le registre de nature politique. C'est la mise en rapport des hommes entre eux avec leur lieu de vie, les lieux. Il y a le registre de nature domestique ou sexuelle. C'est la mise en rapport des hommes entre eux à propos de leur rapport avec leur corps. Et le 4e, c'est le registre de nature écologique, qui est la mise en rapport des hommes entre eux à propos de leur rapport avec leur milieu de vie. Puisque je parle de mise en rapport des hommes entre eux à propos, je suis marxiste comme pas deux contre tous ceux qui distinguent les rapports des hommes aux choses et les rapports des hommes entre eux. Donc déjà là, on est certainement sur le même terrain avec Marx et Foucault. Deuxième élément, il me semble que l'erreur de Marx, l'erreur de Freud et l'erreur de l'écologie politique, c'est de privilégier un registre particulier pour penser la formation de la vie sociale. Pour Marx, c'est le registre que j'ai appelé de nature économique. Pour Freud, c'est le registre de nature sexuelle. Et, non, sexuelle pour Freud, et avec le concept d'Oedipe, et pour l'économie politique, c'est le registre écologique. C'est la même erreur. Et malheureusement, j'ai tendance à penser que l'erreur de l'écologie politique pourra nous-mêmes conduire au même résultat que l'erreur marxiste dans ce qu'a été les avancées, l'échec du socialisme. Alors, à partir du moment où aucun de ces registres ne peut être pris comme prioritaire pour penser, parce que c'est le savoir, on est dans le domaine de comment on pense, comment on comprend, hein, la vie qu'on vit, hein, le monde dans lequel on est. Nécessairement, il faut prendre en compte des entités qui traversent les 4 ou qui les englobent. Ce qui les traverse, c'est le mode de justification, puisque dans tous ces registres, on va avoir des règles pour régler ces rapports. Et c'est le même mode de justification qui va fonctionner dans ces 4 registres. Ces 4 registres, leur particulier, ces 4 registres de solidarisation, c'est qu'il n'y a pas d'institutions qui sont propres à un registre. Il n'y a pas de règles qui seraient propres à un registre. Toutes les règles traversent les registres. Et le deuxième élément, qu'est-ce qui englobe tous ces 4 registres et donc ces 4 types de mise en rapport, de registres de socialisation? Eh bien, c'est une cosmologie, puisque c'est ce qui fait qu'on va distinguer les humains des objets, que sont les ressources naturelles, les lieux, les corps et les milieux de vie. Donc voilà, alors j'en arrive à la question finale qui est qu'est-ce qui détermine le passage? Je pense l'avoir indiqué, même si c'était rapide, à partir du moment où il n'y a pas de groupement humain qui peut exister sans quelque chose de commun. Et que ce qui est commun, c'est les 2 éléments que j'ai indiqués, les 2 entités que j'ai indiquées, une cosmologie et un mode de justification. Si le mode de justification, il est pratique, ce n'est pas une théorie de la justice, il contient un résultat attendu. Et selon le mode, le résultat attendu n'est plus tout le même. Hein. Le résultat attendu qui est allé au ciel, ce n'est pas le résultat attendu d'avoir plus de biens comme dans notre société. Et si les règles instituées conduisent à un résultat qui n'est plus le résultat attendu, eh bien, le mode de justification est contesté. Alors, non, d'abord, les règles particulières sont contestées. Donc, c'est ça qui fait que les règles changent. Sinon, on est enfermé dans une boîte et on ne change pas de système. Les règles changent parce qu'il y a des moments qui arrivent. Alors là, moi, je n'ai fait que la caractérisation ici. Moi, j'ai une épistologie qui dit on commence par décrire, on caractérise et on comprend les transformations.
Je ne vous ai parlé que de la caractérisation. Donc, je n'ai rien dit de la compréhension des périodes de changement. Sauf que j'ai indiqué que… Alors non, ça c'est sur la deuxième question. La diversité des modes de justification. Alors, il me semble que ce qu'a apporté Machiavel, mais qui est déjà ce qu'avait apporté Baudin, hein, c'est le lien traditionnel qu'on pense entre le bien et le juste, c'est l'antériorité du bien sur le juste. C'est-à-dire, on pense le bien et on en déduit le juste. Les règles justes sont celles qui vont conduire les hommes à faire le bien tel qu'on l'entend dans la société. Ce qui est la rupture moderne, c'est l'abandon de l'idée qu'il pourrait y avoir une antériorité du bien sur le juste. Donc, on a un système, le bien. On ne peut pas penser le bien sans le juste, mais le juste sans le bien. Il me semble que c'est l'hypothèse de base de Rawls avec le fait du pluralisme, hein, qui est central dans sa théorie de la justice. Donc, je ne vois pas en quoi la proposition que j'ai faite contredirait ça apporte Machiavel ou même les autres après. Alors, bien évidemment, cette rupture laisse place à deux possibilités. Soit l'absence d'antériorité, mais il y a un lien entre les deux. On ne peut pas penser le juste sans le bien et le bien sans le juste. Et puis, il y a l'antériorité du juste sur le bien, c'est-à-dire on peut penser le juste sans le bien. On a le bien, on le met de côté, puis on pense le juste. Alors, quelle est la thèse que je défends par rapport à ça? Il y a deux éléments. Un, on ne peut pas parler de justification pour un recours à la force. Mais s'agissant de la façon dont les règles sociales sont justifiées, la force en fait partie. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Il est dedans, mais je l'ai mis en rouge. Et deuxième proposition, les périodes de l'histoire, ne serait-ce que de l'histoire moderne, puisque c'est de celle-là dont je parle, hein, à partir de la Renaissance et puis progressivement à l'échelle de l'ensemble du monde. Les périodes dans lesquelles les règles, les lois, ou les règles de droit codifiées en droit codifié ou droit jurisprudentiel, common law, les périodes dans lesquelles elles sont justifiées par le recours à la force, ces périodes sont beaucoup plus nombreuses que les périodes pendant lesquelles ça tient, c'est-à-dire pendant lesquelles le mode que je dis étant le monde moderne, en principe, qui est celui sur lequel est fondée une possibilité de vivre ensemble en paix des humains dans une forme moderne dans laquelle chacun a sa conception du bien, eh bien, les périodes pendant lesquelles, finalement, les oppositions, les conflits sociaux conduisent à des compromis qui sont enfermés, qui sont pris dans ce mode dans ce mode de justification, sont plus courtes que les périodes de crise. Donc, il y a des périodes de crise longues, hein, si je reprends les périodes de relative stabilité, il y a eu quoi, 1850, 1873, et puis 1948, 1974, c'est tout. Pour le reste, c'est en crise. Il n'y a pas vraiment, on ne peut pas vraiment dire que le mode de justification en place soit celui qui préside à la justification. La force compte beaucoup. Les règles qui sont résultent de rapports de force. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il me semble que Alors, est-ce que c'est le critère d'efficacité qui domine? Je ne sais pas ce que je retiens. Je retiens que le résultat attendu est d'avoir plus de biens. Alors, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est quelles sont les valeurs auxquelles se réfère pour penser le couple bien juste, quels sont les biens qui correspondent à certaines valeurs. Pour la liberté, c'est la richesse en termes de biens, pas la richesse d'ordre économique. Ensuite, pour l'efficacité technique, c'est la puissance, la capacité de faire. Les biens, c'est la santé, l'instruction et la sécurité.
et pour la valeur collective, qui est la troisième valeur qui permet de penser, de sortir, d'ouvrir le couple fermé juste bien, c'est la reconnaissance. Et je suis tout à fait intéressé de constater que Rosan Vallon commence à avoir accordé dans certains bouquins de l'importance à la reconnaissance comme bien. Donc pour moi, les inégalités qui comptent dans la société moderne, c'est les inégalités en termes de richesse, de puissance et de reconnaissance. Et concernant l'activité d'ordre économique, il me faudrait beaucoup de temps pour vous faire état des divers mondes, pourquoi ils changent, pourquoi on est passé de l'un à l'autre, etc. Mais ça, c'est une autre histoire, comme dit l'autre. Ok, merci. Donc, alors même si les deux questions les plus pertinentes viennent d'être posées, il y a sans doute d'autres questions dans la salle qui restent à poser. Ou si... Je ne sais pas. J'avais une petite question qui a été partiellement levée, en fait. Je voulais vous entendre sur la proposition de Castoriadis sur la naissance de la modernité comme la conséquence de l'apparition de la rationalité comme signification imaginaire sociale. Et donc, la pensée rationaliste, l'idée qu'on va résoudre des problèmes via une technique qui serait exogène et non plus par le mode politique qui a été que vous avez écrit. Mais vous avez déjà partiellement, on va dire, donné les éléments de réponse. Donc, et la deuxième question que j'avais était une question peut-être plus de compréhension. Vous dites que, si j'ai bien compris, que le mode actuel dualiste est en crise. La cosmologie. Le cosmologie, pardon, oui, est en crise du fait de mouvements qui demandent que la réduction des inégalités, donc la question de justice, soit étendue à l'échelle mondiale, ce qui serait incompatible avec les nations. Alors voilà, j'ai peut-être pas très bien compris, parce que moi j'ai plutôt l'impression qu'on a plutôt dans un approfondissement complet de la logique de guerre économique à l'œuvre, plutôt que dans une logique qui est que ces mouvements soient très marginaux, on va dire, des mouvements plutôt mondialistes ou cosmopolitains, je ne sais pas comment on peut dire, soient très marginaux. J'ai peut-être très mal compris ce que vous avez dit et j'aimerais bien que vous précisiez votre pensée. Tu veux. Non, mais on va arriver à 3 questions. Oui, voilà. Non, moi, déjà, pas mal de points ont été soulevés. Je vais simplement souligner au fur et à mesure de ton exposé ce qui m'a surpris ou posé question. La première, c'était cette notion que tu donnes d'emblée de la légitimité. Et dans la légitimité, tu ne fais pas place, pour ce que tu as rajouté dans ta réponse première, aux contradictions et divergences, aux tensions qu'il y a dans une société. Ce que je retrouve un peu aussi avec le sacré. Et tu penses, il y a un sacré, le sacré, ça va toujours avec force quelque part. Hein, et c'est même une histoire de la violence, hein, que ceux qui sont pour l'Inquisition se lèvent. Mais c'est ça, non, c'est... Et puis aussi et surtout, on suit un monde, alors que pour moi, l'histoire de toutes ces cosmologies, c'est d'être en contact avec d'autres mondes et de différentes façons. Tu as des contacts avec d'autres sociétés qui fonctionnent, tu as des guerres de religion qu'il faut placer quelque part, de gens qui étaient en contact. Et dans toutes ces phases-là, une vision d'un monde qui construit entre ces justifications entre bien et juste, il me manque toutes les tensions avec les autres. Hein. Exemple des guerres de religion, je ne parle pas, qui sont des mondes différents. Donc pour moi, ce qui manquait, c'était un peu ces rapports, ces contradictions, ces oppositions entre les mondes, la façon dont ça faisait évoluer. Et ce que permet aussi ton approche, c'est de souligner, ça c'est dans l'air du temps, c'est plutôt aussi, que même les rapports avec la nature changent. Hein, des grandes forestations, déforestation, mise en valeur, exploitation des mers, tout ça c'est intéressant parce que ça rentre dans cette découverte du bien, et Samuel a insisté aussi là-dessus,
pour parler du petit cercle régulo que l'on connaît bien, il y a un bien qui nous induit à apprécier une certaine productivité technique. Et le juste, c'est de faire en sorte que cette productivité soit partagée. Et là, on a notre petit cercle pour cette modernité des nations, puis notre petite période. Mais tout de suite, une remarque sur cette absence. Quand tu parles, tu dis il y a peu de périodes, il n'y a pas de crise, complètement d'accord. Mais même la période des 30 Glorieuses est une période de crise. La lecture que font sociologues et autres, c'est une période pleine de tensions. Si tu prends les jours de grève, les tensions, les oppositions, on a du tout quelque chose de légitime, d'accepter, etc. Même si je serais d'accord pour souligner que dans ces 30 Glorieuses, il y a une dialectique qui joue et qui est établie, que l'on relira après dans notre Fordisme. Et puis, il y a des sociétés avec lesquelles on est en contact aussi, qui sont des sociétés de caste. Et là encore, il y a des rapports de force pour maintenir les rapports et d'extrême violence. Il y a des sociétés du don aussi, il y a des dimensions un peu... je ne vais pas inciter, mais je crois que tu le vois, il y a cet aspect d'un monde unique, fermé, et pas en contact avec d'autres constants, qui m'a un peu, pas gêné, mais suscité de les amener. Il y a tout ce qui tourne autour de légitimation conservatisme et pas voir comment la force maintient ces tensions. Voilà. Il y a cette idée aussi pas de conscience de classe, pas simplement dans le monde ouvrier, mais dans les mondes anciens et voyants, tout ce travail sur les consciences de classe, cette évolution. Il y a des grandes ruptures, des continuités. Bon, je vois que dans ta première réponse qui a été chargée, tu es revenu aux 4 registres de socialisation. Tu avais peut-être trop bâti ton exposé premier qui n'a pas du tout parlé des registres de socialisation. Et c'est dommage parce que ça permet de faire ces articulations. Tu ne peux pas faire rentrer en une demi-heure et 3 tomes. D'accord, mais quand même, voilà. Je ne veux pas... Bon, je crois que tu as vu un peu l'air de temps de mes critiques. Je suis beaucoup plus presque évolutionniste dans cette lecture de ces grandes catégories et tout à fait prêt à y intégrer le rapport à notre nature et la construction. Du bien au juste, c'est bien si on laisse les rapports de force ou autres jouer leur rôle. Et ça, c'est peut-être dans les registres. Et non, pas du tout. la façon dont ça joue selon les registres est tout à fait important. Quand tu prends les affrontements religieux et des questions courantes, ça n'a rien à voir avec la du domestique, un beau mélange. C'est peut-être pas des questions. Non, si, mais c'est pas une question de registre, c'est ce que je voulais dire. Non, mais excuse-moi, je devrais me taire. Pardon. Je réponds maintenant. On prend peut-être aussi une ou deux questions sur le chat. Antoine? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, je crois que ça rejoint un peu la remarque de Philippe sur la période des 30 Glorieuses. Je me disais aussi que la stabilité et le moindre usage de la force était assez questionnable au vu du fait que pendant cette période-là, il y a eu toute la décolonisation qui a été arrachée par la force et la contestation. Il y avait la guerre froide avec le risque d'anéantissement nucléaire qui était réel, etc. Et je pense qu'on pourrait trouver plein d'autres arguments pour dire que la force a toujours été là aux côtés des autres des modes de justification pour faire mieux entendre les modes de justification. J'avais une autre question. C'est sur votre tableau, un des premiers tableaux matrice 2x2, avec la communication et l'ontologie, et avec donc je sais plus les termes que vous utilisez, mais la cosmologie, voilà, la cosmologie écologiste, qui serait le 4e en haut à droite, avec même ontologie, même nature entre les humains et les autres vivants, et mode de communication différent. Et vous avez
rapidement dit qu'il y a des écologistes qui se situeraient plutôt en bas à droite et peut-être donc dualistes et d'autres monistes en haut à gauche. Je comprends bien, je pense que l'écologie de type géo-ingénierie, où on continue à maîtriser la nature, c'est en bas à droite. Mais entre les deux du haut, comment vous distinguez bien ces deux types d'écologie, leur écologie et la nôtre, voilà, pour bien comprendre les différences entre les deux. Qu'est-ce que ça implique, cette différenciation selon le mode de communication? J'ai pas l'impression, ça me semble un peu bizarre de donner autant d'importance au fait qu'on puisse communiquer de la même manière ou d'une autre manière que les autres vivants. Merci beaucoup. Alors, bon, toutes ces questions sont tout à fait intéressantes. Je comprends parfaitement pourquoi elles sont posées. Elles tiennent en grande partie au fait que j'ai présenté une ossature dans laquelle il manque des éléments essentiels. Alors, je vais commencer par donner un élément essentiel qui n'est pas d'ailleurs encore bien mis en évidence, qui l'est dans le bouquin, mais pas assez. Mais qui est par contre, dans les deux derniers que je suis en train de faire, là, c'est beaucoup plus clair. Et puis alors ça nous renvoie à la crise sanitaire actuelle. Alors, les deux propositions de base qui sont des philosophies qui sont c'est pour revenir un peu à Castoriadis, c'est chez Spinoza, c'est-à-dire c'est tout. Il faut d'abord prendre tous les humains, tous les existants sont dotés d'un conatus qui est la persévérance dans l'être. Ce qui est tous les phénomènes qu'on observe dans la nature au sens où je l'entends, c'est-à-dire la nature non humaine et la nature humaine, comme on dit, ils sont le produit de la puissance de la multitude. Et le conatus, c'est on est affecté, chacun est affecté par ce qu'il ressent de tension avec son environnement, il transforme, il cherche à multiplier les affects positifs et à éviter les affects négatifs. Il en déduit par un mode de conversion qui est social, qui n'invente pas tout individuel, mais qui est un produit de la société des besoins. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui passe par justement le biais de la conscience morale et qui donc met en jeu les points de vue qu'on a dans la société sur ce qui vient et qui débouche sur ce livre et l'activité. Si on a bien en l'idée cette idée de persévérance dans l'être qui conduit à se livrer à des activités et l'idée de puissance de la multitude, il faut ajouter un dernier élément qui est l'incertitude radicale. Si on n'introduit pas la certitude radicale, on ne peut rien comprendre. L'incertitude radicale, c'est on ne sait pas ce que sera demain. Nous sommes dans l'incertitude radicale et les humains ne peuvent vivre ensemble que s'ils ont d'une façon ou d'une autre réussi à surmonter cette incertitude radicale qui est ontologiquement invivable. On le règle par des conventions. La principale, c'est celle de Keynes. Demain sera comme hier ou comme aujourd'hui, sauf si on a des raisons déjà déterminées d'attendre un changement. Et puis ensuite, je laisse de côté, parce que ça me prendrait beaucoup de temps, les deux conventions c'est-à-dire la consolidation ou la spécialisation. Mais le problème, donc, c'est, dans l'histoire humaine, c'est d'où elles peuvent venir, ces conventions qui font qu'on a des régularités. Eh bien, il y a eu 3 étapes, qui sont les 3 que je reprends.
La première, on la trouve dans ce qu'est la puissance qui est à l'origine dans la première phase des communautés. Et donc, les régularités sont des régularités celles qui sont produites par le fonctionnement de la Terre. La deuxième étape, elle est essentielle. Comment on passe de la cosmologie moniste, dans laquelle le sacré est la puissance terrestre, à la cosmologie céleste, dans laquelle le sacré est une puissance qui est au ciel? Eh bien, on la comprend par les travaux des astronomes, c'est-à-dire chez les Égyptiens, ou même, depuis peu, ça, j'ai vu que ça avait été la base de tout ce qui s'est passé en Amérique du Nord, hein, c'est-à-dire les régularités, elles viennent du cosmos, du ciel. Les régularités de la Terre viennent du ciel. Donc, la puissance qui est à l'origine de ces régularités, et c'est l'existence de ces régularités dont on dit elles vont durer. Et comme elles durent, on se dit, bon, ça va, on s'en sort, on peut vivre. Mais elles sont mises au ciel. Et si elles sont dans le mouvement des astres, dans le cycle de la position de la Lune, qui revient 4 années plus tard à la même par rapport au Soleil. Donc, c'est les régularités qui nous permettent de vivre, elles viennent du ciel. Donc, la puissance qui définit même le point commun entre des régimes tout à fait différents, tels que l'Empire chinois, la société des pharaons et la civilisation chrétienne occidentale du Moyen-Âge. Hein. Bon. Et donc, ça a conduit, et c'est ça le monothéisme, à non plus associer la puissance au soleil, mais à un Dieu qui lui-même serait créateur de tout ça. Et j'en arrive à la cosmologie prémoderne, c'est en communication parce qu'ils communiquent tous avec la puissance sacrée dont on tient notre existence. Alors que, quelle est la rupture quand on passe du prémoderne au moderne? Eh bien, c'est la science. C'est-à-dire, c'est la science qui nous donne la compréhension des régularités. C'est plus, ça vient plus d'une puissance extérieure, ça vient des hommes. La science des hommes. Et donc, c'est la science qui prend la place. Et ça, c'est la raison. Parce que la science, elle est le produit de la raison, si je pense donner une réponse. Mais elle est donc comprise quelque part un peu dans les termes de Castoriadis, c'est-à-dire en termes d'imaginaire social. C'est bien ça, hein, c'est le terme qui ne me revenait pas à l'esprit, que tu as employé et qui est tout à fait celui effectivement de Castoriadis. C'est-à-dire, c'est bien ce qui fait le tout et non pas des morceaux particuliers qui doivent être pris en compte pour appréhender ces catégories nouvelles, la catégorie nouvelle qui est la rationalité. Alors, le problème de la science de première modernité, qui pour moi est à critiquer, et je la critique au même titre dans les mêmes termes que Hannah Arendt, c'est qu'elle pense nous donner la réponse. Et donc, la rationalité telle qu'elle est pensée par la science moderne, qu'on dit moderne, c'est-à-dire celle dans laquelle on distingue la nature et la culture. Il y a les sciences dures et les sciences molles. C'est comme ça qu'on peut comprendre la distinction entre les deux. Eh bien, elle est inopérante. Pourquoi? Parce que l'évolution humaine est irréversible. Et donc, il n'y a pas la proposition de base selon laquelle les phénomènes naturels sont soumis à des lois et ces lois sont connaissables, ça ne va pas. Ça peut aller un temps, hein, mais ce n'est pas une proposition qui tient avec l'hypothèse d'irréversibilité. Voilà, donc à mon avis, alors ça, c'est vrai que dans mon exposé, je n'en ai pas parlé, mais c'est tout à fait central dans mon exposé. Alors, j'en reviens à, bien sûr, l'autre aspect des diverses questions qui ont été posées, c'est-à-dire la question des tensions, des conflits de classe et comment tout ça est réglé. Alors,
j'ai dit au début que je n'avais pas retenu, ou quand elle a été à ma disposition, j'ai travaillé beaucoup la grille de lecture de North et ses deux collègues qui ont écrit un cadre conceptuel pour interpréter l'histoire de l'humanité. Leur hypothèse, eux, c'est que une forme de vie, une forme de vivre ensemble, elle se comprend comme une modalité de résolution de la violence ou de contenir la violence. Alors, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas retenu ça, tout en le retenant? C'est qu'à mon avis, il fallait aller plus loin, comme je l'ai dit, en remontant à ce que sont le problème d'incertitude radicale, le problème de la puissance de la multitude, comment est réglée la puissance de la multitude par l'émergence de conventions communes qui fait que, à partir du fait que les gens vont, on sait que l'autre, ou on suppose que l'autre va avoir le comportement convenu. Donc, on attend de lui qu'il va faire quelque chose. Donc, je pense qu'il faut remonter. Vu les questions que vous m'avez posées, c'est alors, dans ta grille de lecture, quelle place à la violence, quelle place au conflit et comment il se règle? Alors, il faut quelque chose de commun. Alors, qu'est-ce qui est commun? J'ai essayé d'expliquer pourquoi je prenais une cosmologie, un mode de justification, comme les englobants des quatre registres de socialisation naturelle. Ensuite, alors, les conflits. Alors, les conflits sont spécifiques à chaque monde. C'est-à-dire, dans la société traditionnelle, les conflits sont d'une certaine sorte. Et quand il y a du pluri-religieux, les conflits essentiels sont les conflits religieux, puisqu'elles portent sur la conception du bien qui est à la base du juste. Par contre, dans ce que j'appelle le modèle de la nation moderne, les conflits sont des conflits concernant la répartition des fruits de la croissance économique, puisque c'est le résultat attendu. Et ce sont les conflits que, aussi bien Marx que d'autres qui les réinterprètent, appellent des conflits de classe. Hein. Si on appelle une classe, c'est la façon dont elle participe à la répartition des revenus et obtient une certaine façon, un certain niveau de vie. Et la façon dont elle l'obtient. Hein. Alors, si le propre de la nation moderne, du mode de justification propre à la nation moderne, c'est il n'y a pas de conception commune du bien. Il y a donc une diversité de couples bien justes, qu'on doit se référer à une valeur. Et moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'il y a fondamentalement trois valeurs, la liberté, l'efficacité technique et le collectif. On a une pluralité de grammaires de justification. Eh bien, ceux qui pensent que, eux, leur point de vue particulier, il est bien défendu avec des règles qui sont justifiées par la liberté, ce qui est le cas de tous ceux qui cherchent à gagner de l'argent, eh bien, ils vont défendre certaines règles. Et les autres, ils vont en défendre le collectif, ils vont en défendre d'autres. Et le conflit sur quelle est la bonne règle, quelle est la règle juste. Et on a un conflit à ce moment-là. Alors, soit le conflit, il est encadré par l'acceptation d'un mode de justification commun, et alors un compromis est possible. Et le compromis, il est construit en droit, puisque le droit, c'est ça son objet. C'est de construire des compromis sur une base qui n'est pas une grammaire de justification particulière, mais qui est à l'intérieur du mode de justification. Par contre, les périodes dans lesquelles le mode de justification n'est plus considéré comme commun et partagé, c'est des conflits purs et ça ne se résout pas par des compromis. Alors, dans la période des 30 Glorieuses, il y a bien sûr eu des conflits forts, des grèves, mais ça, c'est la permanence. Mais ils ont conduit à des compromis qui ont pu être mis en forme en droit et qui ont permis une certaine reproduction pendant tout un temps et donc une stabilité. Et qu'on ait ce que les régulationnistes appellent une période de régime.
Et à partir du moment où ça a été plus le cas, eh ben, on est rentré dans une période de crise. Alors, le problème est de savoir si la crise de 1974 nous a fait passer à une période de crise au sein du monde de première modernité ou bien à une période de crise du monde de première modernité. La thèse que je défends, c'est qu'elle nous a fait passer à une crise du monde de première modernité. Et là, on en arrive à tes deux questions. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, mais pourquoi? Alors, c'est là où je reprends à la fois la crise du mode de justification en priorité du juste et la crise de la cosmologie, parce que je t'ai pris, mais en fait, dans ton intervention, les deux étaient un petit peu mélangés. Mais quelque part, tu n'as pas tort, parce que c'est aussi l'articulation des deux qui fait la crise globale. Et bon, l'analytique a ses limites, mais il faut y passer par là. Hein. Alors, donc, la première, c'est le principe du mode de justification en priorité du juste, c'est la justice, c'est à l'échelle d'une nation. Il n'y a pas de justice à l'échelle mondiale, et donc à l'échelle mondiale, c'est des rapports de force entre nations. Il n'y a pas de règlement juste des relations internationales. La crise, c'est de plus en plus d'humains considèrent que le problème de la justice, il doit être posé à l'échelle du monde. Alors, tu m'as dit, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Moi, tu as bien raison. Je suis obligé, comme toi, de le constater. Et puis, le deuxième, c'est il faut que les fruits de la croissance d'ordre économique, le PIB marchand, simplement, le PIB non marchand, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut qu'il soit justement réparti. Et là, je me suis livré une appropriation critique de Rawls qui consiste à dire son principe de différence dans son second principe, c'est il faut que les inégalités en termes de biens, pas en termes de revenus ou de patrimoine, mais en termes de biens, de la richesse, de la puissance ou de la reconnaissance, soient au bénéfice des moins favorisés. C'est-à-dire, si on cherche à les réduire, les moins favorisés auront encore moins de biens. Eh bien, ce qui se passe actuellement, c'est que les règles qui s'avèrent dans la mondialisation, les règles qui s'avèrent permettre la meilleure croissance économique de la nation, sont des règles dont les conséquences sont d'accroître les inégalités. Parce que ce sont celles qui permettent à la nation de gagner dans la compétitivité internationale, donc de peser sur les acquis sociaux de la période de constitution relativement d'un ordre plus ou moins juste au regard des critères du mode de justification en place. Donc, voilà, ça c'est pour le mode de justification. Et en ce qui concerne la cosmologie, eh bien, l'objectif, c'est la croissance économique. À quoi conduit la croissance économique? À la crise environnementale. Voilà. Et donc, si on continue, plus on continue à vouloir la croissance économique telle qu'elle a été pensée et conçue en conformité avec les principes du monde de première modernité, eh bien, la crise environnementale ne fera que s'accentuer. C'est pour ça qu'il est en crise. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur, mais est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi avec la nature dont on considère qu'elle nous est extérieure? Et donc, ça va m'amener à répondre à la dernière question, mais je dis, il y a une porte de sortie, un avenir possible, c'est la cosmologie écologique. La quatrième, je ne sais plus si je peux avoir, non, tout le monde l'a en tête, je peux avoir mon... Bon, alors je dis, cette cosmologie, elle se caractérise par... non, c'est celle d'autre, avant, encore, tu remontes, non, avant, voilà, c'est celle-là, tout au-dessus, là, le rouge, là, voilà, c'est là, au-dessus, voilà, là, celle-là, oui. Tu veux me passer celle-là? Voilà. Alors, comme vous le voyez sur le graphique, elle se caractérise par
D'abord, elle est moderne, comme la cosmologie dualiste. C'est-à-dire qu'elle repose sur la communication entre les hommes n'est pas de même nature que la communication des hommes avec les autres existants et des autres existants, eux, au sein d'une même espèce. Pourquoi? Ben parce que Dieu a été tué. Ou la puissance terrienne, la puissance céleste, transformée en Dieu dans les religions monothéistes, a été tuée. Il n'y a plus que les hommes entre eux. Et de quoi discutent les hommes entre eux? Eh bien, ce que je fais, c'est bien. L'idée du bien qu'on se fait dans une société moderne vient uniquement de la communication entre les hommes. C'est ça qui caractérise dans mon schéma le passage des cosmologies prémodernes aux cosmologies modernes. Alors, qu'en est-il donc du passage de la cosmologie dualiste à la cosmologie écologique? On passe de, ontologiquement, en termes d'être, la cosmologie dualiste, celle dans laquelle on vit, hein, celle qui conduit à parler d'environnement, de nature, avec un grand N, il y a la nature et la culture. Eh bien, les humains sont ontologiquement d'une autre nature que les autres existants. La nature leur est extérieure, c'est un simple instrument, ils prélèvent et ils rejettent sans problème. Ils n'ont pas de compte à rendre entre eux, pas à la nature, on n'a pas de compte à rendre à la nature. Ils n'ont pas de compte à rendre entre eux sur la façon dont on prélève et on rejette dans la nature. Eh bien, c'est ça qui est contesté. Le passage de la cosmologie dualiste à la cosmologie écologique consiste à dire, puisqu'on est ontologiquement de même nature, les humains ne peuvent pas considérer entre eux qu'ils n'ont rien à cirer de leur rapport à la nature dans la façon dont ils s'organisent entre eux. J'en arrête là pour la réponse. Donc, il faudrait considérer tout ce qui se passe au niveau des Nations Unies, des ODD et alors, il est clair que si je ne vous dis pas quelques mots des... J'arrive pas. Voilà. Si je ne vous dis pas quelque chose des mondes de seconde modernité, c'est purement virtuel, il faut quand même dire quelques mots, hein, non? Alors, la société, le groupement humain, c'est le monde, c'est l'ensemble de l'humanité. Alors, pour ça, qu'est-ce que c'est que l'humanité? C'est un nous. Dès qu'on m'a appris, alors ce jour-là, il m'a appris quelque chose d'extraordinaire. C'est la différence entre un nous inclusif et un nous exclusif. Si vous voulez contrer M. Zemmour, c'est ça qu'il faut utiliser. Un nous inclusif est un nous dans un ensemble d'entités qui peuvent être tout ce que vous voulez. Le nous, c'est le tout. Un nous inclusif, ça inclut tous les présents et ça n'inclut pas des membres qui se rapportent à l'entité, à l'ensemble, qui viennent du passé ou de l'avenir. Un nous exclusif, c'est un nous dans lequel on prend une partie des présents en y associant ceux du passé et ceux du futur. Notez bien, c'est ceux du présent à qui on associe ceux du passé. Ce n'est pas ceux du présent qu'on déduit de ceux du passé. Ça, c'est M. Zemmour. Alors, dans la cosmologie dualiste, il y a d'un côté les humains et de l'autre côté la nature, les éléments de la nature, l'environnement des humains. L'ensemble qu'on a pour penser un nous, c'est l'ensemble des humains. Une nation, c'est un nous exclusif. Ça comprend
ceux qui étaient les membres, hein, d'où viennent, hein, et puis il y a ceux du futur, les citoyens passés, les citoyens futurs. Et donc, dans la cosmologie dualiste, un nous exclusif est une partie de l'humanité. À partir du moment où on passe de la cosmologie dualiste à la cosmologie écologique, c'est-à-dire où on a balancé, fait passer par la porte sans espoir qu'elle ne revienne jamais le concept de nature, à ce moment-là, l'ensemble dont on parle, c'est tous les existants. Et un nous exclusif, qu'est-ce qu'on prend dans tout l'existant? Les humains, en y incluant les humains du passé et les humains du futur. Donc, le groupement humain pour lequel on peut parler d'un nous et qui est nécessairement exclusif s'agissant d'un groupement humain, c'est l'ensemble de l'humanité. Deuxième caractéristique, est-ce que les nations ont encore une place dans cette société de ce moderne mondial ou non? Eh bien, il y a deux mondes. Si on combine priorité du juste et priorité du bien comme mode de justification, on laisse une place à notre société et la société mondiale est une union de nations qui ont en commun une monnaie et des principes de droit, un droit commun, et qui se décline ensuite en monnaie nationale rattachée à la monnaie mondiale et en citoyenneté nationale rattachée à la citoyenneté mondiale, avec une capacité pour chaque nation de décliner les principes de droit mondiaux selon sa propre solution. L'autre, c'est ce que j'appelle le modèle de seconde monnaie révolutionnaire, qui pour moi est à exclure parce que c'est rupture et non pas continuité-rupture. Et alors, la société est mondiale, mais il n'y a plus de place pour la nation et il y a droit unique et monnaie unique à l'échelle mondiale. Je peux terminer en disant que le problème pour nous, en France, qui sommes engagés dans la construction européenne, si on considère que le projet qu'on doit avoir, celui qui, à mon avis, permettra à la gauche, sans doute, au bout de 20 ou 30 ans, à sortir de la situation totalement catastrophique dans laquelle elle se trouve et qui est la conséquence de la crise de la nation moderne. Parce que qui a cru en la nation moderne? La gauche. La droite, bon, bah oui, il faut bien faire avec, parce que ce soit mais si on pouvait balancer les principes, ça serait bien. Hein. Bon, on est pour la justice sociale, mais en fait, les injustices, elles sont justes. Alors que la gauche dit non, avec le principe qu'on a, les inégalités, elles ne sont pas justes, il faut les réduire. Donc, la gauche s'est construite sur la nation moderne. Et elle est en crise. Alors que la droite n'est pas en crise. Et la gauche va mettre, tant qu'elle n'aura pas, de mon point de vue, comme projet de construire un monde de seconde modernité, et qu'il y a des étapes pour y passer, et il faut commencer par le faire à un certain nombre de nations avant de pouvoir l'établir à tout le monde, eh ben, on n'aura pas de sortie de crise, et pas de sortie de crise de la gauche, et de crise de la nation moderne, de première modernité. Et donc, ben, ça implique qu'on réoriente complètement la construction européenne, qu'on abandonne la monnaie unique et la perspective d'une nation unique, mais qu'on dise une union de nations à monnaie commune et droit commun, avec son national de ses principes, et que si l'Europe, l'Union européenne s'est constituée sur une base européenne, il est essentiel que cette union de nations inclue progressivement des nations du reste du monde, et en premier lieu des nations du Sud, parce qu'il n'y a pas de sortie sans accord Nord-Sud sur ces questions. Et le principe à ce moment-là, dans cette union, c'est le co-développement. Ben, c'est sûr, la prise en compte de l'éco-qualité des produits. Bon, là, je vous ouvre des portes qui sont bien sûr, une fois qu'on a ouvert la porte, enfin dans le bouquin, il y a d'autres choses quand on a ouvert la porte. Voilà. Merci beaucoup Bernard pour cette présentation et toutes les réponses aux questions. Ça donne vraiment envie de lire le livre. J'en profite pour signaler que la semaine prochaine, on a un autre séminaire d'économie politique avec Olivier Butzbach qui a donc posé des questions pertinentes. Donc, Olivier,
si tu peux nous dire le titre de ta présentation. Je m'en souviens plus, mais c'est sur les multinationales. Voilà, c'est ça. Comment les multinationales. Ouais, on a mal entendu. Il y a eu une coupure. Donc c'est sur voilà comment les multinationales conduisent à la réaction des populistes. Voilà. Donc, merci tout le monde pour votre participation à ce séminaire et à très bientôt la semaine prochaine. Tu me laisses ajouter juste 2 mots? Oui. Alors, dans mon bouquin, par définition, il y a plein de conneries. Je les découvre progressivement. Enfin, d'incohérences, de contradictions et tout. Je les découvre progressivement. Alors, il y en a certaines que dans le traité d'économie là, qui va sortir, que j'appelle économie passée, présent, avenir, j'en ai déjà relevé certaines. Et donc, si vous voulez commencer à creuser plus particulièrement les questions sur les modes de production, autant tout de suite passer à l'étape suivante qu'au gros bouquin. Et il y en a une qui est encore à changer, mais bon, c'est sur la fin de ce que j'ai présenté, mais ce n'est pas encore écrit. Tu donnes une prime à tous ceux qui signent. Ah ben c'est fait pour. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai pris. Pour que ça soit juste. Moi, non mais attends, non. Toi tu entends bien au sens de bien opposé à faux. C'est pas la même chose que bien opposé. Ah si, excuse-moi, mais on va pas en discuter maintenant. Non, mais c'est clair que ce que j'attends, c'est que vous preniez le bouquin et que vous faites comme moi quand j'ai lu tous ceux qui m'ont servi à faire ça, c'est-à-dire où est l'erreur? Où est la contradiction? Où est le propos qui ne va pas? Alors, je l'ai fait sur beaucoup. Mais faites-le sur le mien, c'est bon. Productivité n'ont rien à voir avec le faux. Bon, merci en tout cas.